des chutes de pierres meurtrières en Chine, 4 fois la quantité annuelle de précipitations au Chili, des méga-incendies en Europe, des inondations extrêmes en Inde. Les détails de ces événements climatiques et d'autres, leurs causes et leurs conséquences dans la suite de cette édition. Chine. Le 17 juillet, un effondrement majeur de flanc de montagne s'est produit dans le district de Pengshui, dans la municipalité de Chongqing. Quelques heures avant l'éboulement principal, les habitants ont entendu le bruit des chutes de pierres et au matin, ils ont remarqué que le phénomène s'intensifiait. Les membres de la communauté ont commencé à faire le tour des maisons, à frapper aux portes et à prévenir du danger. Grâce à cela, plus de 60 personnes ont pu être évacuées avant l'effondrement. Le volume de roches effondrées a été estimé à environ 18 000 mètres cubes et le plus gros bloc atteignait près de 5 300 mètres cubes. D'énormes blocs de calcaire sont tombés presque verticalement d'une hauteur d'environ 30 mètres. Le massif rocheux a recouvert plus de 10 bâtiments résidentiels, une section de route côtière et la zone adjacente. Le tragique effondrement a malheureusement causé la mort de 11 personnes et fait 10 blessés. Par ailleurs, 50 autres personnes sont toujours portées disparues à l'heure actuelle. Des engins lourds, des drones et des appareils de détection de personnes ont été utilisés pour les recherches. Les opérations de secours se sont poursuivies 24 heures sur 24, mais elles ont été compliquées par l'instabilité de la pente, la menace d'un nouvel effondrement et la taille des blocs qu'il était impossible de déplacer avec des engins classiques. Les blocs les plus gros ont été fragmentés par des explosions contrôlées et les décombres ont été déblayés progressivement, couche par couche. Après la catastrophe, le périmètre d'évacuation a été élargi à environ 1 km. Au total, plus de 1100 habitants ont été évacués de la zone dangereuse. Afghanistan. Depuis la mi-juillet, l'Afghanistan a été touché par une mousson sud-asiatique active qui a apporté des pluies torrentielles prolongées. En conséquence, des inondations soudaines, des coulées de boue et des glissements de terrain ont commencé. Le 21, la situation la plus critique s'est produite dans la ville de Parun, dans la province de Nouristan. Des torrents impétueux, charriant d'énormes rochers, ont littéralement balayé une partie de la ville. Les habitants ont raconté comment, sous leurs yeux, l'eau a emporté des gens et après qu'elle se soit retirée, des tas de pierres, de boue et de débris de construction sont restés dans les rues. Les habitants déblayaient les décombres à la main tandis que les dépôts de plusieurs mètres de haut étaient dégagés par des bulldozers. 4 ponts et environ 6 km de route ont été détruits, ce qui a sérieusement compliqué les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire. L'inondation a endommagé la micro-centrale hydroélectrique locale et en raison de la destruction du réseau d'adduction d'eau, environ 1 millier de familles se sont trouvées sans accès à de l'eau potable sûre. Environ 400 mètres de digues de protection ont également été endommagés, ce qui a accru le risque de nouvelles inondations. Dans la province de Nouristan, 23 personnes sont mortes, 5 autres ont été portées disparues et le nombre de blessés a atteint 125 personnes. Parallèlement, les inondations ont également touché d'autres régions du pays. Dans la province de Paktika, des maisons ont été endommagées. Plus de 120 hectares de terres agricoles ont été emportés et du bétail a péri. Dans le district de Barmal, une tragédie s'est produite. Un enfant a été emporté par un torrent d'eau. Dans la ville de Torkham, dans la province de Nangarhar, les intempéries ont causé la mort de 3 personnes et ont temporairement interrompu le fonctionnement du poste frontière du même nom, l'un des plus importants entre l'Afghanistan et le Pakistan. Chili. Depuis la mi-juillet, une série de tempêtes s'est abattue sur le nord du Chili, apportant des précipitations exceptionnellement intenses dans le désert d'Atacama, l'un des endroits les plus arides de la planète. La situation la plus critique s'est produite dans la province de Huasco, où en seulement 4 jours, il est tombé par endroits plus de 250 mm de pluie, ce qui équivaut à 4 années de précipitations normales. Cela a provoqué le débordement des rivières dans les provinces de Copiapó et de Huasco, ainsi que des inondations catastrophiques dans plusieurs municipalités. Dans la région de Coquimbo, où les précipitations ont également été anormales, il est tombé en 1 heure l'équivalent d'1 mois de pluie et les systèmes de drainage urbain ont été complètement saturés. Les rivières sorties de leur lit ont inondé des quartiers entiers, détruisant voitures et maisons. Des centaines de familles ont été contraintes de quitter leur domicile.
Les inondations ont endommagé des ponts et des barrages et bloqué des dizaines d'autoroutes. Des glissements de terrain se sont produits dans les zones montagneuses. Dans la ville de Viña del Mar, une partie de l'autoroute, qui est une artère de transport clé reliant la capitale à la côte, a été détruite. L'approvisionnement en électricité a été gravement perturbé. Jusqu'à 250 000 consommateurs se sont retrouvés sans électricité. En raison de dommages aux prises d'eau et de la pollution des rivières, des interruptions de l'approvisionnement en eau ont eu lieu. L'eau était acheminée aux habitants par des camions-citernes. Des vents violents dont la vitesse dépassait les 100 km/h ont arraché des toits et abattu des arbres, tandis que les conditions tempétueuses ont forcé la fermeture de dizaines de ports. 13 personnes ont été victimes des intempéries dans les régions allant d'Atacama à La Araucanía. 4 autres étaient portés disparus et le nombre total de personnes touchées a dépassé les 3400. Le relief complexe du pays a aggravé les conséquences de l'inondation. L'eau a déferlé dans les ravins et les anciens lits de rivière, tandis que les ponts et les routes détruits ont coupé plus de 63 000 habitants du reste du monde. Environ 100 maisons ont été entièrement détruites, 3 500 autres ont subi des dommages importants et environ 20 000 ont été légèrement endommagées. La question de la gestion des déchets est également devenue cruciale. Des millions de tonnes de boue, de pierre, de béton, de terre et de débris de bois ont bloqué les routes. Selon les estimations préliminaires, les dommages économiques ont déjà dépassé les 400 millions de dollars. L'agriculture, le commerce et l'industrie minière ont été touchés. Dans le secteur agricole, les cultures de blé, d'avoine et d'orge ont subi des dommages. Dans les régions de Valparaíso et d'O'Higgins, les avocatiers et les agrumes ont été touchés, les systèmes d'irrigation ont été endommagés et les petites exploitations agricoles des régions de Coquimbo et de Nublé ont perdu leur pâturage et leur culture saisonnière. Quelques jours plus tard, une nouvelle tempête a provoqué une série de tornades dans la région de Ñuble. La plus puissante d'entre elles a été classée en catégorie F1. À la suite des intempéries, des voitures et plus de 70 maisons ont été endommagées dans les villes de Chillán Viejo et Bulnes. Des arbres ont été déracinés et des terres agricoles ont été détruites. À Chillán Viejo, une tornade a complètement détruit la maison et la grange d'un habitant local, sous les décombres desquels plusieurs veaux ont péri. Au total, ce sont 107 personnes qui ont été malheureusement touchées par les violentes intempéries qui ont frappé cette région de l'Inde. Depuis le 18 juillet, l'Inde subit des pluies de mousson prolongées. La situation la plus grave se trouve dans l'état d'Assam, où, en raison de précipitations anormales ayant par endroits dépassé la normale climatique de plus de 4 fois, le niveau de l'eau du fleuve Brahmapoutre et de ses affluents a brusquement monté. Les rivières sorties de leur lit ont inondé environ 870 villages. Plus d'1 million d'habitants ont été touchés par les intempéries. Plus de 41 000 personnes ont été hébergées dans des centres d'aide temporaires. L'inondation a endommagé les digues de protection, les routes, les ponts et d'autres infrastructures. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant plusieurs jours. L'eau a inondé des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles. Des centaines de milliers de têtes de bétail et de volailles ont été touchées. Les autorités ont qualifié cette vague d'inondation dans l'est de l'État de plus importante depuis 60 ans. Le bilan des victimes dans l'Assam a atteint 62 personnes. Parallèlement, de très fortes inondations ont frappé l'État occidental du Gujarat. Des volumes de précipitations extrêmes ont été enregistrés dans certaines régions. Dans le district de Valsad, environ 1200 mm de pluie sont tombés en 36 heures. Dans la ville de Surat, les averses ont inondé des quartiers résidentiels, entraînant la fermeture des écoles et de graves perturbations des transports. Dans le village de Sanya Emot, l'eau a complètement inondé le temple de Kadir Mata. En quelques jours, au moins 35 personnes sont mortes au Gujarat. La plupart d'entre elles se sont noyées ou ont été électrocutées. De fortes pluies se sont également abattues sur le territoire de l'Union du Jammu et Cachemire. Tous les principaux pèlerinages y ont été temporairement suspendus. Dans le district de Budgam, des torrents d'eau ont sapé les fondations d'un complexe commercial, provoquant l'effondrement total du bâtiment. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. En raison de nombreux glissements de terrain, la circulation sur l'autoroute nationale stratégique Jammu-Srinagar a été suspendue.
Dans le district de Ramban, 2 personnes ont péri lorsque des rochers se sont détachés d'un flanc de montagne et se sont abattus sur le minibus dans lequel elles voyageaient. Au total, au Jammu et Cachemire, les intempéries ont coûté la vie à au moins 29 personnes. Incendie. Une nouvelle vague de chaleur extrême, la sécheresse et des vents violents ont provoqué des incendies de grande ampleur dans le sud-ouest de l'Europe. Le 16e juillet, un incendie s'est déclaré dans la province espagnole de Guadalajara, qui s'est rapidement propagé en quelques jours pour couvrir plus de 30 000 hectares. Les habitants de dizaines de localités ont dû être évacués. Quelques jours plus tard, la progression du feu a pu être contenue, mais de nouveaux foyers se sont déclarés dans le centre de l'Espagne. Non loin de Madrid, 2 incendies majeurs ont fusionné pour former un seul front de feu. Un vent violent propageait les flammes à toute vitesse. Aux alentours de la capitale, le feu a détruit plus de 40 maisons et environ 300 autres ont été endommagées. Pendant ce temps, l'incendie dans la province voisine d'Ávila a atteint des proportions sans précédent. Au 26 juillet, il avait ravagé plus de 50 000 hectares, devenant le plus important de l'histoire récente de l'Espagne. L'ampleur du désastre était telle qu'elle a nécessité l'intervention de l'armée et une aide internationale. Et les autorités ont déclaré pour la première fois l'état d'urgence national en raison des feux de forêt. Pendant ce temps, le feu s'est également propagé vers l'est du pays, touchant la province de Castellón. En raison des incendies, plus de 100 000 personnes ont été évacuées ou ont reçu l'ordre de rester chez elles. Malheureusement, les éléments ont coûté la vie à 2 personnes. En France, la situation était encore plus grave. L'incendie, qui s'est déclaré le 22 juillet dans le département de la Gironde, s'est rapidement propagé à travers les forêts sèches et quelques jours plus tard s'est approché à 15 km de Bordeaux, le chef-lieu du département. Les flammes menaçaient les banlieues et une épaisse fumée a recouvert les environs. L'incendie s'est avéré si puissant que son panache de fumée s'est transformé en nuage d'orage, un pyrocumulus. Il a engendré des éclairs provoquant de nouveaux départs de feu, ainsi que des vents violents et chaotiques capables de changer brusquement la direction de propagation des flammes. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a déclaré qu'un tel phénomène n'avait jamais été enregistré auparavant dans le pays. Ce phénomène est plus souvent observé en Amérique du Nord et en Australie, mais il est rare en Europe. Le feu a également atteint le Cap Ferret, une péninsule touristique prisée sur la côte atlantique. Elle a dû être entièrement évacuée. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter la zone de danger en urgence, en pleine saison touristique. Les routes se sont retrouvées saturées. Une partie des personnes évacuées a été transportée par voie maritime à travers le bassin d'Arcachon. Pendant ce temps, d'importants foyers d'incendie faisaient rage également en dehors de la Gironde, dans les départements des Landes, du Var, du Tarn et des Hautes-Alpes. Environ 220 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et les zones touristiques. Il s'agit de la plus grande évacuation liée à des feux de forêt dans l'histoire de la France. Il convient de noter que le nombre moyen annuel d'incendies naturels dans le pays est d'environ 93, alors que cette année, ce chiffre a atteint un niveau sans précédent. On en a déjà enregistré plus de 300. De grands incendies ont également fait rage en Italie. Sur la péninsule du Gargano, dans la région des Pouilles, le feu s'est approché tout près des plages et des campings. Une épaisse fumée a enveloppé la côte. La panique s'est emparée des vacanciers. Des centaines de touristes ont dû être évacués en urgence par la mer. Ils ont été évacués par des navires, des gardes-côtes et des bateaux privés. Dans la région voisine du Molise, un incendie a bloqué une route nationale et une voie ferrée, immobilisant 2 trains avec 500 passagers. Ils ont été évacués plus tard par bus. Des dizaines d'incendies ont également éclaté à Palerme, Catane, Agrigente et dans d'autres zones de l'île de Sicile. Le feu a endommagé l'ermitage de Sainte-Rosalie, des entreprises et des habitations, des infrastructures et des systèmes de traitement de l'eau. Des coupures de courant ont eu lieu dans plusieurs villes de l'île. Les flammes ont endommagé des forêts et des cultures. Un pompier est décédé en combattant les flammes et un autre secouriste a dû être hospitalisé. À Rome, un important feu de forêt a entraîné la fermeture temporaire d'une section du périphérique. L'ampleur du désastre en Italie est également reflétée par les chiffres globaux. Depuis le début de l'année jusqu'au 25 juillet, plus de 40 000 hectares de terre ont brûlé dans le pays. C'est 80% de plus que la moyenne enregistrée sur la même période au cours des années précédentes.
D'après les données du Système européen d'information sur les incendies de forêt, en 2026, la superficie totale des zones brûlées en Europe dépasse déjà largement la moyenne enregistrée sur les 20 dernières années. Cette statistique reflète non seulement l'augmentation de la surface des incendies, mais aussi un changement plus profond de la nature du risque d'incendie en Europe. Les auteurs de l'étude, publiée en avril 2026 dans la revue Nature, après avoir analysé des données pluriannuelles sur les zones brûlées, les conditions météorologiques et les résultats de modélisation climatique, ont conclu qu'un risque d'incendie extrême se forme de plus en plus souvent simultanément dans plusieurs pays européens à la fois. Il s'agit d'une combinaison synchrone de chaleur prolongée, de déficit de précipitation, de faible humidité et de végétation desséchée sur une partie importante du continent. Une telle coïncidence de conditions est d'une importance capitale. À l'heure actuelle, 37 pays européens collaborent dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, en se fournissant mutuellement des avions de lutte contre les incendies, des spécialistes et une assistance médicale qui peuvent être envoyés des pays les moins touchés vers les régions les plus sinistrées. Cependant, comme le soulignent les auteurs de l'étude, en cas d'incendie majeur simultané, les ressources disponibles se raréfient, car chaque pays a besoin de son propre équipement et de son personnel pour protéger son territoire. En conséquence, l'aide peut arriver plus tard ou en quantité insuffisante pour contenir les flammes. Une autre étude montre pourquoi les périodes combinant sécheresse, chaleur anormale et vent violent, avec la présence d'une grande quantité de végétation sèche, peuvent entraîner une augmentation brutale de la surface totale brûlée. Les scientifiques ont analysé plus de 11 000 incendies estivaux dans l'Europe méditerranéenne et ont établi que les très grands incendies et les méga-feux ne représentaient qu'une petite partie de tous les événements, mais qu'ils étaient responsables de plus de la moitié de la superficie totale brûlée. En d'autres termes, la majeure partie de la surface est détruite par un petit nombre d'incendies locaux, tandis que les méga-feux, relativement rares, qui gagnent rapidement en intensité lorsque les conditions sont favorables à la propagation du feu, couvrent d'immenses territoires et qui gagnent rapidement en intensité lorsque les conditions sont favorables à la propagation du feu, couvrent d'immenses territoires et dépassent les capacités de lutte contre les incendies traditionnels. Cette tendance est très préoccupante, car les grands incendies causent des dommages considérables à l'économie, aux infrastructures et à l'agriculture. Mais la conséquence la plus grave est que la nouvelle ampleur du risque d'incendie entraîne de plus en plus souvent des pertes humaines. Cela est confirmé aussi bien par les événements de la saison des incendies actuelle que par l'expérience tragique des années passées. C'est pourquoi la menace croissante de cette catastrophe naturelle ne doit pas être sous-estimée. Il est important que les gens réagissent de manière appropriée à la situation et prennent la responsabilité de leur propre vie et de celle de leurs proches. Car la vie humaine est la valeur suprême.